Bonjour tout le monde, bienvenue à l'univers BD complètement fou du Pepperman. Et comme je l'avais indiqué sur mon profil Facebook, aujourd'hui je vais discuter de deux séries. La première série qui est la série L'Enfeuse de Troie et la deuxième qui est de Gypsy. Il y a une petite historique par rapport à ça. J'avais fait un sondage sur ma page Facebook pour donner le choix aux gens qui me regardent de quelle série ils voulaient que je parle. Alors, majoritairement, les gens ont voté pour l'Enfeuse de Troie. Alors, j'ai décidé de respecter ce choix-là, mais j'ai décidé de me concentrer seulement sur l'Enfeuse de Troie pour me permettre, dans mon petit vidéo, de vous parler également de la série Gypsy, parce qu'il y a certaines personnes qui m'ont également dit qu'ils voulaient que je parle de la série Gypsy, alors qui est une série qui est un peu moins connue que l'Enfeuse de Troie. Alors, j'ai décidé, au lieu de vous parler de toute l'œuvre d'un ou d'un tel, de me concentrer sur ces deux séries-là. Pourquoi j'ai insisté à parler de la série Gypsy? Parce que le dessinateur, qui est M. Marini, nous a, cette semaine, fait réfléchir sur une question existentielle de la BD en Europe, qui est la fameuse dédicace. Est-ce que la dédicace doit être payante? Et salut Marc Beauf, T-shirt de fan service. Je vous rappelle que je suis en direct, que ce n'est pas du différé, ce n'est pas du montage. Alors les gens vont me parler en direct. Je vais leur répondre en direct à leurs questions, à leurs salutations. Alors mon propos va être arrêté. Et puis ça fait partie de ce que je fais. Alors si les gens n'aiment pas ça, je m'en excuse. Mais c'est comme ça que moi j'ai décidé de faire. Je ne me tente pas de faire des montages. Je vous parle directement de mon cœur et de ma passion. Alors, je reviens sur M. Marini qui a fait un statut Facebook sur la dédicace la semaine dernière. Alors, lui nous disait que, effectivement, la dédicace pour lui devait être payante. Parce qu'il y a un certain mouvement qui est parti en Europe sur le fait de faire payer ou non des dédicaces. Je sais qu'il y a même des BDistes, surtout des dessinateurs, qui n'en font plus les dédicaces, qui préfèrent discuter avec leurs lecteurs. Et je prends l'exemple de Denis Bajram. Mais pour en revenir sur Marini, je crois effectivement que la dédicace dans un salon du livre ou dans une rencontre d'auteurs doit être payante, effectivement. Puisque les auteurs de bande dessinée vivent de leurs œuvres, surtout les dessinateurs qui vont créer les dessins, ça leur appartient. C'est leur seule façon de rentabiliser un peu leur travail, c'est ça. On ne peut pas attendre que ça soit rentabilisé par le nombre de copies vendues et tout ça, parce que c'est excessivement difficile de vivre de la bande dessinée, encore plus aujourd'hui avec les tirages qui sont moindres. Alors je crois que c'est effectivement une normalité que si vous voulez avoir un dessin qui est une œuvre d'art d'un dessinateur, que vous devez le payer. Personnellement, moi, si j'ai la chance de rencontrer un dessinateur ou un scénariste de BD, je vais préférer amplement discuter avec lui, m'asseoir, prendre 5-6 minutes pour discuter avec lui que de regarder un dessinateur dessiner pendant une demi-heure en avant de moi. Je pense qu'aujourd'hui, avec les médias sociaux, et ils le font de plus en plus, les dessinateurs vont nous faire des lives pendant leurs travaux ou tout simplement pour nous faire plaisir. Je pense que les médias sociaux maintenant, surtout Facebook, nous le permettent et ça nous permet de voir vraiment la création de la BD. Alors je trouve que c'est beaucoup plus intéressant pour les amateurs de BD de voir ça. Et quand arriver en salon du livre ou où on a la possibilité d'avoir une dédicace, bien, si on veut en avoir une, je pense que c'est important de la payer. Je pense que c'est ça, simplement une marque de respect pour le travail de l'auteur. Alors, je voulais faire un petit commentaire là-dessus au début. Parce que je trouvais que c'était important que moi, j'en parle comme amateur de BD. Alors, si moi, je veux avoir une dédicace de Dick Gillon au Salon du Livre, bien, je vais lui demander, mais je vais la payer parce que c'est son travail. C'est une œuvre qu'il va me faire pour moi. Mais si vous me donnez la possibilité de discuter avec M. Dion pendant 15 minutes, au lieu de le regarder dessiner pendant 30 minutes en avant de moi, bien, je préfère amplement lui payer une bière et discuter avec lui. Mais ça, c'est moi. Peut-être que c'est d'autres personnes qui ne sont pas comme moi. Martin qui me dit salut. Salut Martin Boisvert, qui est mon collègue du podcast des Crinqués. Alors, qu'on va enregistrer ce soir également, qui va avoir comme sujet sur les singes dans la culture populaire. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de deux séries.
quand même assez importantes, une plus que l'autre, sans porter préjudice aux 12 auteurs du Gypsy. L'Enfeuse de Troie, qui est une série de... Je vous dirais, comment je pourrais expliquer ça? C'est de l'héroïque fantastique, alors c'est du médiéval fantastique, doublé avec un petit peu d'humour à l'intérieur de tout ça. Et puis, L'Enfeuse de Troie est édité aux éditions Soleil. Et quand on pense aux éditions Soleil, automatiquement on pense à l'Enfeuse de Troie. Pourquoi? Parce que c'est probablement le plus gros succès en France de ce style-là, de l'héroïque fantastique. Alors, c'est une série qui est extrêmement importante dans le franco-belge au niveau de ce style-là. Moi, j'ai bien entendu tout lu ce qui se fait sur le monde de Troie, parce qu'il faut savoir que l'Enfeuse de Troie, c'est une première série de ce qu'on appelle l'univers de Troie. Il va en avoir d'autres plus tard qui vont être dérivés de ça. Ils vont vraiment exploiter leurs idées et leur série au maximum. Et c'est bien parce qu'ils ont réussi à créer vraiment un monde très spécifique à eux, avec beaucoup d'aventures, avec beaucoup d'humour. Et puis je pense que c'est pas un hasard que cette série-là a eu beaucoup de succès. Alors je vous l'ai dit, c'est 8 tomes qui est paru aux éditions Soleil, qui est écrite par Christophe Alston et dessinée par Didier Tarquin. Alors, moi, ici à la bibliothèque, je les ai en intégrale. Je vais vous montrer de quoi ça a l'air. Alors, les intégrales de 1 à 3, juste ici. Alors, on voit déjà l'influence de plusieurs styles au niveau du dessin et au niveau de l'histoire. Bien entendu que c'est influencé par des grandes œuvres littéraires comme Tolkien, et ainsi de suite, là, parce que c'est du médiéval fantastique, Conan, et ainsi de suite. Mais ils vont faire également beaucoup de références à la culture populaire à l'intérieur de cette série-là. Je vous l'ai dit, ça c'est de 1 à 3. L'intégrale 4 à 6, juste ici. Hein, on voit un style de dessin sur le style de couverture. C'est des magnifiques couvertures. Alors, le dessin de Tarquin, c'est Tarquin, parce que moi je le prononce comme Tarkin, comme Star Wars, mais c'est vraiment Tarquin. Et puis l'intégrale 7 à 8 qui est juste ici. Alors, on voit encore une fois, vous le voyez bien, là, les gens qui m'écoutent. Une magnifique page de couverture. On va vraiment avoir un style de dessin qui va vraiment être plus caricatural un peu plus. Magnifique couleur, magnifique découpage, énormément de dialogue, énormément de texte, parce que c'est un monde qui est excessivement riche, qui est excessivement bien développé. Et de quoi ça parle, Troie? Bien, Troie, c'est une planète qui est majoritairement peuplée d'humains. Et puis, sur cette planète-là, chaque humain a un pouvoir spécifique et un pouvoir magique qui est relayé par des mages un peu partout sur la planète. Et les pouvoirs, ben, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être de guérir, de faire pousser ses cheveux, ça peut être de parler aux animaux. Le pouvoir du personnage principal de l'Enfeuse, qui est l'Enfeuse, lui, c'est de faire fondre le feu, le métal avec sa vision. Les autres personnages, comme Sian, c'est le contrôle de... Sixi, c'est le contrôle de la glace. Xian, elle peut guérir n'importe quel membre à partir d'un moment particulier de la journée. Alors, tous ces pouvoirs-là sont reliés avec le fameux... la fameuse créature magique qui est le Mago Amot. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais et l'histoire va se dérouler autour de l'Enfeuse, qui un jour va découvrir que l'Enfeuse, incroyable BD, oui, c'est effectivement, merci Gabriel Gendron, bonjour Gabriel, c'est une très grande BD, effectivement. Et l'histoire va se dérouler autour de l'Enfeuse qui, du jour au lendemain, va se rendre compte qu'en étant en contact avec une épée qui est faite en ivoire de Mako Amot, il va avoir tous les pouvoirs qui existent sur la planète de Troie. Donc, il va être absolument omniscient, il va pouvoir tout faire, la téléportation, et ainsi de suite. Et au fur de la série, il va essayer de comprendre pourquoi lui a tous ces pouvoirs-là. Et bien entendu, il va y avoir un paquet de monde qui gravite autour d'un Enfeuse. C'est M. Jailly qui nous dit salut, salut. Je vous l'ai dit, hein, je vais être interrompu, mais moi je salue tout le monde, c'est une question de politesse. Donc, il va y avoir un paquet de monde autour qui va vraiment tourner autour d'un Enfeuse pour essayer de lui voler ce pouvoir-là et de comprendre pourquoi et de l'utiliser, ce pouvoir-là. Entre autres, il va y avoir Thanos, qui est le personnage principal méchant de la série, qui lui également va avoir l'opportunité d'avoir accès à tous ces pouvoirs-là. Alors, ça se tourne autour de ça, mais c'est vraiment
développé autour de l'action, autour des personnages, parce que les personnages sont excessivement bien développés, et c'est également très humoristique. Énormément de références à la culture populaire dans l'Enfeust. Alors ça, on s'assoit et on le lit, on la relit encore une fois, on en trouve tout le temps. Tout le temps des références. Les personnages sont excessivement bien développés, très drôles. Bien entendu qu'il y a un trio amoureux entre l'Enfeust, Xian et Sixi, qui est les deux personnages féminins. L'Enfeust, c'est un peu comme un genre d'archi, il ne sait pas lequel choisir. Alors on a Xian, la blonde, qui est un peu plus tranquille, un peu plus sage que sa sœur, qui est Sixi, elle, qui est vraiment comme révoltée, vraiment une femme qui veut avoir du monde, beaucoup d'action. Et puis les deux vont essayer d'attraper l'Enfeust dans leur filet, et on va jouer vraiment avec cette relation qu'on a vraiment avec ces deux personnages-là, et l'Enfeust, et le père de ces deux filles-là, qui est le sage Nicolette, qui lui fait en sorte de pouvoir transférer cette magie-là à tout le monde. Ça prend des sages, alors lui va avoir un rôle un peu de mentor auprès de l'Enfeust pour essayer de découvrir pourquoi il y a ce pouvoir. Et il ne faut pas oublier non plus les merveilleux trolls, parce que dans l'Enfeust, dans l'univers de l'Enfeust, il y a des trolls, et les trolls sont des créatures qui sont excessivement sauvages, mais qui sont sauvages au point de vue des hommes, mais qui ont tout un monde civilisé, et qui ont leur propre point de vue sur le monde de l'Enfeust. Et ce point de vue-là, on va le voir dans la série Trolls de Troie, qui est une série qui est connexe à l'Enfeust, où ça va vraiment être développé. Et par contre, les trolls sont extrêmement forts physiquement, extrêmement sauvages, et ils ont un petit penchant pour manger les personnes. Alors, pour eux, dans le fond, ils mangent n'importe quoi, mais un bon humain, là, ça les aide beaucoup. Et ils ont peur que de deux choses, bien entendu. Je vous dirais même plus qu'ils ont peur d'une seule chose dans l'enfer, c'est de l'eau. Alors, si vous voulez faire peur à un troll, c'est de l'eau. Et Erus, qui est le personnage du troll à l'intérieur de l'Enfeust, va être vraiment enchanté par Nicolette, qui va, avec un rituel excessivement complexe, l'enchanter pour vraiment le faire travailler pour la petite équipe. Alors, Ebus va suivre l'équipe, va suivre vraiment l'Enfeust tout au long de ses aventures, et il va lui servir un peu comme de garde du corps. Alors, ça va être également un peu l'élément comique, parce que Ebus est pratiquement invincible, n'a pas peur de personne, il peut pratiquement jamais se faire blesser ou jamais se faire arrêter. Il va jouer vraiment beaucoup avec l'humour, et il va vraiment aider l'Enfeust dans sa quête à l'intérieur de son histoire. Et c'est un combattant hors pair qui n'hésite pas à démembrer et à tuer tout le monde sur son passage. L'Enfeust, c'est vraiment, comme je vous l'ai dit tantôt, c'est du médiéval fantastique, c'est de l'héroïque fantastique. Alors on tombe vraiment là, dans les pauses même de l'héroïque fantastique. C'est vraiment comme ça ressemble beaucoup pour les gens qui font des jeux de rôle, ça ressemble beaucoup à une partie de jeu de rôle, comme les Chroniques de la Lune Noire d'ailleurs le faisaient. C'est un peu le même style. On a vraiment l'impression d'être assis autour d'une table avec des gens qui font des personnages puis qui vont jouer à l'intérieur de ça. Et c'est vraiment super bien décrit, mais c'est surtout extrêmement bien dessiné. Je vous ai montré les pages de couverture tantôt. Je vais quand même essayer de vous montrer quelques pages au niveau des dessins pour vous montrer le style du dessin. C'est vraiment une très très belle série. Bien entendu que le dessin de Tarquin va évoluer tout au long de la série. C'est normal, les dessinateurs, ça évolue au début. Je ne sais pas si vous voyez bien là, au niveau du dessin. C'est vraiment un dessin qui est excessivement bien rendu. Des belles couleurs, du beau découpage. C'est très bien. On n'a pas de difficulté à suivre l'histoire. On n'a pas de difficulté à sauter de case en case. Et comme Sébastien, salut mon chum, salut Sébastien, content que tu sois là. Comme il y a beaucoup d'action, comme il y a beaucoup de péripéties, on n'a pas de difficulté à bien suivre l'action à l'intérieur des cases parce que c'est bien découpé, parce que c'est bien réalisé. C'est vraiment le storyboard est très bien fait. Et c'est pas une BD où il n'y a pas d'histoire, où c'est seulement de la baston. Ce qu'on peut fan service, oui, j'ai mis mon chandail Sébastien pour toi aujourd'hui, comme Sébastien April et Sébastien Boucher le dit. Alors c'est le service parfait des fan services de Dark Vador, qui j'espère fera une apparition dans le prochain film de Han Solo pour nous rendre un petit fan service. Mais ça, c'est une longue histoire pour les gens qui me connaissent. Moi et Sébastien,
On a une longue histoire sur le fanservice. Mais bref, c'est une autre histoire. Je reviens sur l'Enfeust. Je fais un parallèle avec les Chroniques de la Lune Noire parce que ça se ressemble un peu comme style de BD. Mais je trouve que l'Enfeust est beaucoup plus développé au niveau scénario. On a vraiment pris énormément de temps. Au lancement de la série, beaucoup ont recommandé à Hearthstone de ne pas trop insister sur l'humour parce que dans son temps, l'héroïque fantastique était considéré comme un sujet sérieux. C'est pourtant ce qui va faire la force de cette série. Merci, effectivement. L'héroïque fantastique a toujours été considéré comme des grands termes sérieux de la littérature. Souvent, ça va être un grand méchant qui va essayer de contrôler l'univers, puis il va y avoir un consortium d'héros qui va se réunir pour essayer d'anéantir ça. Et puis, ça se fait toujours dans on n'a qu'à penser à Tolkien, ça se fait toujours dans un mouvement très sérieux, très solennel. Tandis que l'Enfeust, on a tous les éléments de l'héroïque fantastique, mais en plus, on va rajouter tout ce côté humoristique-là, qui était comme une nouveauté dans la BD. Puis c'était comme un baume, ça nous permettait vraiment de sortir de toutes ces histoires un peu trop sérieuses, puis de vivre une histoire extraordinaire d'aventure, mais en se marrant. Je veux dire, c'est vraiment... Qu'est-ce qu'on me demande de mieux de se marrer en lisant une BD? Mais comme je vous le disais, à première vue, c'est marrant, c'est de l'humour, mais l'histoire est très, très, très développée. Là. On parle vraiment d'un monde complètement développé, où ce que ça va aboutir sur plusieurs autres séries. Et là, mon ami Jalil pourrait le confirmer que, effectivement, l'Enfeust, l'histoire, c'est pas une histoire qu'on écrit sur un bout de papier. C'est pas un scénario à la Logan là, qui tient sur une petite feuille. Là. 8,5 par 11 qui est transparente. Là. Je veux dire, ils ont développé. Salut Luc, je viens de voir que Luc est là. Salut Luc. Bien heureux que tu sois là. Ils ont développé cette histoire-là. Ils l'ont vraiment bien travaillé. Ils l'ont complexisé. Et ça paraît dans la BD parce qu'il y a énormément de dialogues. On prend un exemple de dialogue ici. Là. Hein, on a énormément de dialogues. On a vraiment beaucoup de dialogue entre les personnages. Et puis, on va vraiment avoir les scènes d'action d'un côté, mais on va vraiment tout avoir les scènes pour essayer de comprendre le pouvoir avec Nicolette, qui est vraiment comme le scientifique le sage de la BD, qui lui va nous amener vraiment tout sur comment ce monde-là a été créé, comment ça fonctionne la magie, d'où ce que ça part, et ainsi de suite. Tandis que l'Enfeust, lui, va avoir le côté aventure. Alors, on a tous les éléments de l'héroïque fantastique dans l'Enfeust pour nous faire triper. Alors, quand on lit du l'Enfeust, on s'assoit, on prend nos lunettes, dans mon cas, parce que je suis rendu là, et tout ce qu'on a à faire, c'est de se laisser bercer par le dessin extraordinaire de Darquin, et surtout du scénario qui est vraiment très bien monté. Et il n'y a pas de trou scénaristique. Salut André, on l'a, André Bisbois. Il n'y a pas de trou scénaristique au niveau de l'Enfeust. C'est bien, c'est cohérent. Bien entendu que c'est de l'héroïque fantastique. Alors, il y a de la magie. Il y a un paquet d'affaires qui ne sont pas scientifiquement valables, mais c'est normal, c'est de l'héroïque fantastique. Mais c'est cohérent, il n'y a pas de trou, ça se lit bien, et on n'a pas besoin non plus de revenir toujours sur les BD différentes pour bien comprendre, parce que l'histoire est très bien écrite. Alors, je le répète, l'Enfeust de Troie, 8 tomes qui sont édités chez Soleil. Moi, ici, à la bibliothèque, je les ai en intégrale. Et encore une fois, l'intégrale de 3 tomes, on dit, bof, mon Dieu, ça doit être dispendieux. 45 $, 3 BD. Honnêtement, là, pas très cher pour les avoir en intégrale. Je sais qu'il existe d'autres intégrales beaucoup plus de luxe que ça. Vincent pourrait nous en parler plus. Ça, là, c'est un petit bijou. Pour le prix, c'est un petit bijou avec une belle jaquette, vraiment bien faite. Et c'est encore disponible chez toutes les bonnes librairies. Alors, on parle ici vraiment d'un phénomène culte de la BD. Et de l'Enfeust, il y a eu, je vais prendre le temps parce que ça fait rien que 20 minutes puis on a le temps d'en parler, l'univers de Troie. Alors, l'univers de Troie, ça va tout être les séries connexes. Alors, on a, bien entendu, le Troll de Troie, les Conquérants de Troie, on a l'Enfeust des Étoiles, l'Enfeust Odyssée. Alors, tout ça, c'est un univers qui est connexe, qui se regroupe autour d'un Enfeust de Troie, qui fait vraiment un extraordinaire univers de héroïque fantastique. Et si je ne me trompe pas, je crois qu'il a été adapté également en jeu de rôle. Je peux me tromper, mais il me semble que j'ai déjà vu
sans passer. Alors, si vous avez la possibilité de me confirmer le tout, gens de l'Europe ou personne qui aurait cette information-là, eh bien, ça me ferait un grand plaisir de le confirmer. Il me semble que ça a été adapté en jeu de rôle. Et je ne me trompe pas, ça a peut-être même été adapté en jeu de cartes, je crois, mais je suis pas mal sûr qu'il y a eu un jeu de rôle. Bref, c'est une série culte, une série que les amateurs de médiéval fantastique et héroïque fantastique vont adorer, mais encore là, comme Jalil le dit, il y a le côté humour qui est excessivement... Oui, Sébastien qui me dit qu'il y a un jeu de rôle. Merci Sébastien. Sébastien qui est, comme peu de gens, plusieurs gens le savent, excuse-moi, et propriétaire du Cerber, qui est une boutique spécialisée jeux de rôle, qui n'a plus pignon sur rue, mais qui a pignon sur Internet. Alors, à Rivière-du-Loup, c'est vraiment notre spécialiste au niveau des jeux de rôle. Alors, merci Sébastien de confirmer l'information que ça a été adapté en jeu de rôle. Je savais, il me semble que je l'avais vu passer. Alors, il faut aimer l'humour, il faut aimer les références culturelles, et il faut aimer, bien entendu, les BD d'aventure. Alors ça, c'est vraiment une excellente série que moi, je vous conseille à tous de lire, qui devrait normalement être disponible dans toutes les bibliothèques, ou vous pouvez les acheter dans n'importe quelle bonne librairie. Alors, on se retape la couverture du numéro 1 qui est trop jolie à mon goût, là, avec l'épée, puis on voit vraiment le pouvoir absolu, là. Vraiment très, très, très beau. Je tombe maintenant sur complètement un autre style de BD. Comme je l'ai dit au début, j'ai décidé d'en parler parce que Marini avait fait un post très important, je crois, sur la dédicace, et puis je trouvais que c'était important d'en discuter. Je pourrais parler de Marini pendant des années et des années et des années. Pourquoi? Parce que c'est le créateur de Rapace, c'est le créateur de Scorpion, c'est le créateur des Aigles de Rome. C'est un maître extraordinaire du dessin. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'une de ces séries qu'il a faites en collaboration avec Thierry Smolderen. Et là, je m'excuse si les gens m'écoutent et si je prononce mal vos noms. J'en suis sincèrement désolé. Parce que le Gypsy, c'est trop méconnu, à mon humble avis. Et c'est une série qu'il faut connaître. C'est vraiment une série que moi, j'ai adorée. Ça se passe... C'est quoi le Gypsy? Ça se passe où? Ça se passe quand? Il faut savoir que le Gypsy, ça se passe dans un futur qui est proche, qu'on s'imagine être notre futur à nous, où il n'y a plus aucun trafic aérien qui se fait à cause de la pollution. Alors, il n'y a plus d'avions qui volent. Alors, tout le trafic se fait maintenant sur les autoroutes. Alors, ils vont créer une immense autoroute qui s'appelle la C3C, qui est la circupolaire 3 continentale, alors qui va vraiment faire la Terre entière. Alors, c'est vraiment une autoroute qui fait la Terre entière. Et on va suivre, à l'intérieur de cet univers-là, les aventures de Dice Guy, qui est surnommé le Gitan, qui, lui, est un camionneur qui essaie de survivre. Et au début de la série, on le retrouve au Canada, pauvre comme Job. Son camion est hypothéqué jusqu'à la dernière roue et il essaie de survivre dans ce monde-là. Et il va, sa petite sœur, qui croyait être en sécurité dans un orphelinat, va venir le retrouver pour une raison X, parce que je ne veux pas trop vous en dire. Et il va maintenant être tenu de survivre dans ce monde-là et également de protéger sa petite sœur. Le Gypsy, c'est une superbe histoire qui mélange beaucoup de genres, un peu science-fiction, mais pas trop. Comme je vous l'ai dit, ça se passe dans un futur proche, mais c'est pas toujours visible. Par contre, on va avoir des camions qui vont être automatisés, on va avoir plusieurs scènes qui vont nous indiquer que oui, effectivement, ça se passe dans un futur où il y a quand même plusieurs évolutions technologiques qui ont eu lieu. C'est une BD qui est excessivement violente parce que le Dice Guy vit dans le Gitan vit dans ce monde-là, qui est un monde où ce que le plus fort va survivre. Et c'est une BD qui est excessivement vulgaire parce que le Gitan, mettons qu'il ne s'en fâche pas dans les fleurs du tapis pour arriver à ses fins. Pour vous en donner un petit lieu, je vais vous lire une petite insulte que le Gitan fait. Et là, je vous rappelle que tout ça, c'est tiré de la tête du scénariste qui est
qui est Thierry Smoldoren et du dessinateur qui est Marini. Alors, je vais la lire. Là, je mets mes lunettes parce que je suis rendu vieux. Alors, on est dans une scène où le Gypsy essaie d'aller récupérer un contrat qui va pouvoir lui permettre de payer une partie de son camion. Il y a bien entendu la compagnie Selman, qui est une compagnie qui essaie de prendre tous les contrats pour elle-même, pour être de plus en plus riche. Alors le Gypsy, lui, ne fait pas partie de cette compagnie-là. C'est un camionneur indépendant. Et il va essayer d'arriver en premier à la gare pour essayer d'aller récupérer la fameuse cargaison. Et là, les deux camions de la Selman essaient de le prendre vraiment en étau. Et le Gypsy réussit à se sauver et lui dit dans un français parfait, une insulte extraordinaire que je vais reprendre un jour. Alors sa petite sœur lui dit, mais vous êtes cinglé, parce qu'il fait des manœuvres pour essayer de s'en sortir de là. Et il répond au camionneur, il dit, ma bite dans ta maison et mes couilles dans ton jardin, connard. Alors, tout de suite, c'est à peu près à la 4e ou la 5e page, on voit tout de suite le type de personnage. Alors, c'est un personnage qui est vraiment qui va beaucoup évoluer au début, qui est extrêmement vulgaire, extrêmement violent. Mais tout au long de la série, on va se rendre compte que c'est une carapace qui s'est faite un peu pour essayer de survivre à l'intérieur de ce monde-là. On le trouve au début complètement stupide, on pense qu'il n'est absolument pas brillant, que c'est un conducteur de camion vraiment niaiseux, qui n'a aucun avenir, mais c'est toujours au premier degré, c'est toujours à la surface, parce que plus la série va évoluer, plus on va voir un Gypsy qui va se développer, qui va vraiment apparaître sous son vrai jour. Alors oui, c'est quelqu'un qui est rustre, oui, c'est quelqu'un qui a appris à se battre pour survivre, mais c'est pas quelqu'un qui est idiot. C'est quelqu'un qui a vraiment une volonté de vivre et surtout qui a une volonté de protéger sa petite sœur dans ce monde-là. Et pour ça, c'est une série qui est vraiment bien faite, qui est basée sur la relation frère et sœur qui est très présente dans la série. Il y a beaucoup de scènes de sexe, il y a beaucoup de scènes de violence, mais encore tout ça, ça revient à la même questionnement que j'ai eu quand j'ai parlé du métabaron. Il faut toujours aller plus loin que le premier degré d'une scène de violence dans une BD ou dans un roman ou dans un film. Quand cette scène-là nous questionne, nous amène à nous questionner et nous démontre à quel point le personnage est riche, bien, ça peut être vraiment nécessaire. Et je pense que plus la série va avancer, moins on va voir ce genre de scène-là, parce que le personnage va évoluer. Alors, le Gypsy, c'est 6 tomes. Ça a joué beaucoup au niveau des maisons d'édition. Le tome 1 était, si je me souviens bien, publié chez Alpen et Publisher. Le tome 2 et le tome 3 sont passés chez les Humanoïdes Associés. Et le tome 4, le tome 5 et le tome 6 sont tombés chez Dargaud. Nous, à la bibliothèque, on a bien entendu les intégrales une fois, parce que les intégrales, c'est toujours une bonne façon d'acheter les BD. Et encore là, une intégrale de 3 tomes. Ici, tome 1, tome 2, tome 3 qui est à 70 $. Quand même un peu plus cher que les intégrales de l'Enfeuse. Pourquoi? Parce que vous voyez que le format n'est pas pareil. Hein? Si je mets l'Enfeuse sur le format de Gypsy, on voit que l'intégrale de l'Enfeuse est un format qui a été rapetissé, qui a été un peu plus condensé, alors qu'il va être écrit plus petit. Tandis que le Gypsy, on a vraiment le format album. On a vraiment le format qui est à l'origine. Alors, de là, la petite différence de prix. Et le tome 4, le tome 5 et le tome 6, qui est juste ici. Et je vais essayer de vous présenter à l'intérieur une petite scène, surtout du camion du Gypsy, l'étoile du gitan, qui est vraiment trop hot. Là. Je veux dire, moi, je veux avoir un camion dans ma vie. Je veux avoir un camion comme ça. Là. Je veux dire, c'est vraiment, là... on voit vraiment, là... l'instant ici, l'étoile du gitan. On voit vraiment que les camions n'ont rien à voir avec les camions d'aujourd'hui. C'est des camions qui sont hyper géants, où ce que les gens peuvent vivre à l'intérieur, petite cabine en arrière du camion que je peux vous montrer également, là, pour vous montrer à quel point là, je veux dire, c'est vraiment comme des genres de juste ici, c'est vraiment comme des genres de petites maisons mobiles.
Alors, 6 tomes, l'étoile du gitan, le tome 1, les feux de Sibérie, le jour du star, le tome 3, les yeux noirs, l'aile blanche et le rire aztèque. On va vraiment mélanger à partir de l'aile blanche, on va vraiment tomber dans un mood un peu plus sérieux parce qu'il va y avoir, à partir de là, vraiment le personnage de la sorcière qui va être développé, qui va appartenir à un genre de secte au niveau d'assassin. Alors on va vraiment tomber dans une histoire qui est plus sérieuse. La série au début est plus humoristique, un peu plus violente, un peu plus basée sur le personnage du gitan qui est un peu comme un genre de dégrossi drôle. Et plus la série va avancer, plus cette série-là va devenir excessivement sérieuse. Et le dessin de Marini également qui va prendre de l'assurance, ça n'a aucun rapport là, qui va évoluer également parce qu'il n'y a pas besoin d'assurance. Je veux dire, Marini, c'est un maître. Alors, c'est quelqu'un qui vient des beaux-arts. Alors, c'est un maître du dessin italien. Je veux dire, ce type-là dessine comme un dieu. Et Smolderens, dans cette histoire-là, a vraiment réussi à nous concréter une belle histoire qui n'a pas de trou, qui est cohérente, qui se tient et qui nous tient en haleine. Alors, quand on commence le Gypsy, on lit le tome 1, on veut automatiquement lire le tome 2, le tome 3, le tome 4, le tome 5 et le tome 6. On en veut plus. Et le dernier tome est paru en 2002. Alors, on espère un jour que les deux auteurs vont nous concocter le retour du Gypsy, on le souhaite. Par contre, comme je le disais, Smolderens et Marini ont quand même des séries connexes sur lesquelles ils travaillent. Marini, par exemple, travaille présentement sur la merveilleuse série Les Aigles de Rome, où il fait tout, scénario et dessin, aux éditions d'Argo. C'est vraiment une très très belle série. Et ces autres séries, Scorpion et Rapace aussi, là, je veux dire, c'est extraordinaire. Je sais que Sébastien du Cerbère, c'est lui qui m'a fait connaître Rapace, entre autres, de Marini. Alors c'est lui et Amélie qui ont été les deux à me faire connaître cette série-là. C'est à partir de là que j'ai connu Marini avec Rapace et que j'ai vraiment tripé ma vie, là. Et j'ai connu après ça le Gypsy, après ça les Aigles de Rome et ainsi de suite. Le Scorpion qui est encore actif, avec Stéphane Desberg également, qui est une super belle série, un mélange d'Indiana Jones un peu avec historique. Alors, c'est deux belles séries à découvrir. Deux séries qui sont toujours disponibles à la bibliothèque François Hertel au Cégep de l'Épocatière, qui devraient normalement être disponibles dans vos bibliothèques municipales, je l'espère. Sinon, bien, vous leur dites de se réveiller et de l'acheter. Sébastien qui me dit c'est excellent. Oui, écoute, Rapace, ça c'est vraiment excellent, là. Je veux dire, je pense que d'ailleurs Sébastien a pratiquement tous les Rapaces. Le dessin de Rapace est vraiment très stylisé, beaucoup de couleurs rouges, noires, vraiment là, bien faites. Alors, deux merveilleuses séries. Si vous n'avez pas d'autres questions là-dessus, je vais vous quitter. Puis je vais vous souhaiter une bonne fin de semaine. Et puis, je vais attendre vos commentaires pour le prochain live que je vais faire vendredi. Alors, si vous voulez que je fasse ça sur des romans ou des BD, vous avez seulement qu'à me faire un petit commentaire sur mon vidéo. Alors, je vais vous souhaiter bonne fin de semaine, bonne lecture, bonne BD. Bye bye!